Aujourd'hui, on va faire une plongée approfondie dans une situation géopolitique qui, franchement, défie la logique. En fait, en ce moment même, les États-Unis essaient d'imposer un blocus énergétique quasi total à la Chine en restreignant son accès au pétrole du Moyen-Orient. Ouais, l'idée, c'est de couper les vivres énergétiques, en gros. C'est ça. Sauf que, et c'est là que c'est dingue, cette semaine, Pékin vient tout juste d'acheter 18 millions de barils de brut. Ah oui, le fameux achat de brut américain. Exactement. Directement aux producteurs texans et du Dakota du Nord. Donc pour comprendre comment une guerre qui était conçue à la base pour paralyser l'Iran a fini par créer des anomalies économiques de cette ampleur, il faut qu'on se replonge dans le contexte de notre scénario. Tout à fait, et on précise bien, pour ceux qui nous écoutent, qu'on est sur une analyse de crise très spécifique. Voilà, le décor est le suivant. On est le 27 mars 2026. C'est le 28e jour d'un conflit régional majeur au Moyen-Orient et on s'appuie aujourd'hui sur le décryptage d'une émission d'analyse très pointue, la vidéo d'un commentateur arabe qui détaille une 84e vague de frappe. C'est un rythme de frappe absolument colossal d'ailleurs. Carrément. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, elle est claire. On veut comprendre comment ce conflit a muté. C'est plus du tout de la simple manœuvre militaire classique, c'est devenu une guerre d'attrition totale qui vise l'industrie lourde, les infrastructures stratégiques et surtout l'infrastructure pétrolière du Moyen-Orient avec un impact énorme sur l'économie mondiale. Et on le fait avec la plus stricte neutralité, bien sûr. On ne prend pas parti, on décortique juste les mécaniques de l'escalade telles qu'elles sont rapportées dans nos sources. Mais tu sais, la phrase que j'aime bien utiliser dans ce genre de cas, c'est que ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la géographie industrielle devient le véritable champ de bataille. Ah, c'est complètement ça. C'est un jeu de domino. Une usine bombardée en Iran, et bim, les marchés de l'énergie mondiaux s'affolent. Et pour bien piger l'ampleur des dégâts, il faut vraiment regarder le point de départ de cette 84e vague de frappe. Selon les sources, l'objectif américain, c'est l'éradication pure et simple des capacités de production interne de l'Iran. Donc on tape dans le dur. Exactement. On commence par le nucléaire, évidemment. Les briefings rapportent des destructions majeures sur l'installation d'Arak, le réacteur à eau lourde de Kondab, qui est crucial pour la filière plutonium d'ailleurs, et l'usine d'Ardakan. Et Ardakan, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'on fait le fameux gâteau jaune, non ? C'est ça, le Yellow Cake, le précurseur pour l'enrichissement de l'uranium. Détruire tout ça, c'est pas juste infliger un petit retard au programme. Un réacteur à eau lourde, ça demande des cuves forgées avec une tolérance d'erreur nulle, des alliages de zirconium, c'est de la très haute précision. D'accord, donc là on comprend l'aspect nucléaire, c'est classique dans ce genre de conflit. Mais, et c'est là que j'ai besoin de tes lumières, pourquoi s'attaquer aussi massivement aux infrastructures civiles ? Tu penses aux aciéries, c'est ça ? Ouais, le rapport mentionne des frappes sur le complexe sidérurgique de Mobarakeh à Isfahan. C'est juste le plus grand centre de production d'acier du pays, quoi. Et aussi l'usine d'acier de Khuzistan à Avaz. Est-ce que c'est pas une dispersion des efforts militaires de s'en prendre à de l'acier ? Bah en fait non, c'est ultra stratégique. Si on veut faire une analogie, c'est pas seulement détruire les missiles de l'ennemi, c'est détruire l'usine qui fabrique le béton pour construire le silo du missile. Ah ouais ! Donc on détruit les fondations de la maison au lieu de casser les fenêtres. C'est exactement ça. Selon l'analyste de notre source, paralyser l'acier d'Ispahan ou le ciment de Qom, c'est empêcher le pays de reconstruire ses propres infrastructures militaires. C'est de la paralysie stratégique à l'état pur. Et d'ailleurs, ça a un impact diplomatique immédiat. L'Iran a carrément gelé sa réponse aux propositions de désescalade américaine. Bah oui, ils sont obligés de suspendre les discussions. C'est fou, ils ont suspendu parce qu'ils devaient d'abord évaluer les dégâts sur leur industrie. Tu peux pas négocier si tu sais même pas ce qui te reste comme usine en état de marche. Et puis la chaîne de commandement est en vrac. Les sources citent le sénateur Marco Rubio qui dit que les intermédiaires diplomatiques n'arrivent même plus à joindre les responsables iraniens. Attends, vraiment ? Le téléphone sonne dans le vide ? C'est pas qu'ils ne veulent pas répondre, c'est qu'ils n'osent plus utiliser leur portable. Ils ont trop peur que les signaux fournissent des coordonnées de ciblage en temps réel aux Américains. Ah ouais, l'angoisse totale. Du coup, face à cette paralysie de son industrie lourde, comment l'Iran réagit ? Parce qu'on imagine bien qu'ils vont pas juste croiser les bras. Clairement pas. Quand un État perd sa base industrielle et n'a pas la supériorité aérienne pour se défendre, il change les règles du jeu. On passe sur une riposte asymétrique. Si tu détruis mes usines, je vais menacer celles de tes voisins. Et c'est là que ça devient vraiment glaçant. L'Iran a lancé un ultimatum exigeant l'évacuation immédiate des civils travaillant dans des méga-complexes industriels du Golfe.
en ciblant spécifiquement ceux qui ont des intérêts américains, ouais. Et il donne des noms précis, c'est ça qui est dingue. Il liste l'usine Sabic à Dubaï, en Arabie Saoudite, avec ses 6 millions de tonnes de capacité. Emirat Sarkhan à Abu Dhabi, Qatar Steel, Foulat à Bahreïn, la United Steel au Koweït. Il balance les tonnages exacts. C'est de la guerre psychologique assumée. Si on relie ça au contexte global, c'est une stratégie de dissuasion. Sabic, c'est pas juste une usine, c'est un pilier mondial de la pétrochimie. Donc il transforme de simples données économiques en véritables coordonnées de ciblage militaire. Exactement. Plutôt que d'affronter les États-Unis de front, Téhéran prend en otage le PIB régional et les chaînes d'approvisionnement occidentales. Et ça terrifie les alliés de Washington. Ce qui nous amène au cœur du problème régional, l'épée de Damoclès ultime, l'infrastructure pétrolière du Moyen-Orient. Nos sources, notamment un rapport de CNN, révèlent que les pays du Golfe sont en mode panique en coulisses. Ouais, il supplie carrément l'administration américaine de ne pas envoyer de troupes au sol. Surtout sur l'île de Karg. Surtout, là oui. Karg, c'est par là que transitent plus de 90% des exportations pétrolières iraniennes. Pour les militaires américains, prendre cette île, c'est asphyxier économiquement l'Iran d'un coup. Sauf que pour Riyad ou Abu Dhabi, c'est le bouton rouge vers l'apocalypse énergétique locale. C'est ça, si les Marines américains débarquent sur Karg, la doctrine de riposte asymétrique iranienne s'active direct. Et les cibles, ça ne sera pas les soldats américains. Ce sera une pluie de drones sur les installations saoudiennes de l'Aramco à Abqaiq ou sur les terminaux de Ras Tanura. En gros, les alliés des Américains préfèrent largement qu'on s'en tienne à des frappes aériennes ciblées plutôt qu'une offensive terrestre qui transformerait leurs propres raffineries et champs pétroliers en champs de ruines. Leurs économies servent de bouclier humain stratégique en fait. Il faut comprendre que l'infrastructure pétrolière au Moyen-Orient, elle est hyper concentrée. Détruis quelques nœuds de pompage ou de dessalement et tu paralyses des millions de barils par jour. L'Iran joue consciemment sur cette terreur. Les Saoudites ? C'est très lourd de conséquences, oui. Des avions ravitailleurs ont été touchés et surtout ils ont détruit des systèmes de défense anti-aérienne Patriot. Perdre un Patriot, c'est pas juste perdre du matériel coûteux, si. Non, c'est doublement catastrophique. Déjà, ça ouvre un corridor dans le ciel pour les prochaines salves de missiles iraniens, mais en plus, ça montre aux pays du Golfe que la technologie américaine vendue pour protéger leurs fameuses infrastructures pétrolières, elle n'est pas infaillible. D'accord, je vois l'angoisse. Et il y a aussi la base de Moubarak au Koweït qui subit des incendies massifs après des tirs balistiques. C'était censé être une plateforme alternative pour les Américaines. Voilà, les bases terrestres sont pilonnées, mais la guerre se déplace aussi sur les points de transit maritime. C'est l'autre poumon de l'économie mondiale. La mer Rouge, par exemple ? Ouais, avec les Houthis qui ont officiellement averti qu'ils gardaient, je cite, le doigt sur la gâchette. En gros, s'ils estiment que la mer Rouge est utilisée contre l'Iran, ils bloquent tout. Exactement. Et Bab el-Mandeb, c'est la porte d'entrée du canal de Suez. Si ça ferme, le fret commercial européen doit contourner toute l'Afrique. Bonjour les délais et les coûts de l'énergie. Et de l'autre côté, dans le détroit d'Ormuz, on a un cas d'école assez surréaliste de ce que nos sources soulèvent. Un navire thaïlandais a été incendié parce qu'il a refusé d'obéir aux nouvelles règles de transit iraniennes. Une image très forte, ouais. Mais en même temps, et c'est là le contraste absolu, l'Iran offre presque un passe-droit, un tapis rouge aux navires commerciaux espagnols. Bah oui, parce que l'Espagne s'est publiquement opposée à cette guerre. Téhéran les récompense avec un couloir sécurisé. Mais attends, est-ce qu'on n'assiste pas à une espèce de privatisation géopolitique des océans, là ? Le droit de passage dépend plus du droit international, mais de ta position politique sur le conflit ? Ah mais c'est totalement ça. Le droit maritime international tel qu'on le connaît, la convention de l'ONU, c'est mort en fait. C'est un système de laissez-passer basé sur l'alignement diplomatique. C'est terrifiant pour le commerce mondial. D'ailleurs, ce qui se passe dans le Golfe ne reste pas dans le Golfe. L'effet domino mondial est vertigineux. Surtout sur la question de l'endurance militaire. Ouais, parlons-en de ça. Le rapport du journal The Telegraph est assez clair. Il ne resterait qu'un seul mois à l'administration américaine pour finir cette guerre. Un mois ? Quand tu penses à l'ampleur du conflit, c'est ridicule. Les chiffres donnent le tournis. 11 000 munitions tirées en 16 jours, 26 milliards de dollars cramés. Et le pire, c'est les missiles Tomahawk. Ah, les Tomahawks, c'est le cœur du problème industriel. Nos sources disent que les missiles utilisés en seulement 2 semaines mettront 5 ans à être remplacés. C'est de l'ingénierie ultra complexe, tu vois. C'est pas juste un obus en métal. C'est des métaux rares, des capteurs de guidage, de l'aérospatial. L'industrie de la défense, même avec des milliards, elle peut pas magiquement multiplier sa production par 10 du jour au lendemain. La chaîne de sous-traitance est au maximum de ses capacités.
Et le Pentagone se retrouve obligé de siphonner des fonds et des stocks qui étaient à la base prévus pour l'Ukraine ou pour dissuader la Chine à Taïwan. C'est pour ça que la stratégie actuelle n'est peut-être pas tenable à long terme. Cette focalisation absolue sur l'Iran crée d'énormes brèches ailleurs. Et ça fait paniquer l'Europe. L'Allemagne, par exemple, prend publiquement ses distances avec Washington. Ouais, le chancelier allemand qui déclare que c'est pas la guerre de l'Europe. L'Europe a très peur pour ses propres approvisionnements énergétiques et refuse d'être aspirée dans ce vide logistique. Ce qui nous ramène direct à l'anomalie pétrolière dont je parlais au tout début. Les États-Unis font un blocus sur le pétrole iranien et vénézuélien pour étouffer la Chine. Et la nature a horreur du vide. C'est clair. La Chine, coupée de ses fournisseurs habituels, va sur le marché international et achète 18 millions de barils de pétrole texan. Donc l'Amérique finit par fournir l'énergie de Pékin. L'ironie est totale. Les flux d'hydrocarbures cherchaient toujours le chemin de moindre résistance, peu importe l'absurdité géopolitique. Les Américains comblent eux-mêmes le déficit énergétique qu'ils ont créé chez leurs adversaires. Pendant ce temps-là, sur le front technologique, l'entreprise chinoise SMC continue tranquillement de fournir des équipements de semi-conducteurs à l'armée iranienne, en plein régime de sanctions. Ça consolide complètement un bloc économique alternatif. Et pendant que les géants s'affrontent, les pays autour trinquent sévèrement. Ouais, on voit l'Égypte via son ministre Badr Abdelhati qui supplie Washington pour avoir une aide financière d'urgence. Parce que le canal de Suez est paralysé par la crise en mer Rouge et l'économie égyptienne repose là-dessus. C'est une crise de solvabilité pour eux. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour notre audience, pour ceux qui regardent leurs factures d'énergie ou les soubresauts des marchands ? Ça prouve que la guerre moderne, c'est d'abord et avant tout une question d'endurance, de la fameuse supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Détruire un réacteur en Iran, ça déclenche la terreur dans les terminaux pétroliers saoudiens, ça vide les arsenaux américains et ça ruine l'Égypte. Tout est connecté. C'est l'immense fragilité du système mondial qu'on a décortiqué aujourd'hui. D'une usine de gâteaux jaunes à Arak, au haut fourneau du Koweït, en passant par les navires dans le détroit d'Ormuz. Chaque cible est un nœud critique de notre équilibre moderne. C'est ça. Et comprendre ces infrastructures de l'ombre, l'acier, le ciment, les routes maritimes, l'industrie pétrolière, c'est comprendre les vrais leviers du pouvoir géopolitique d'aujourd'hui. Absolument. Et pour clôturer cette analyse, ça m'amène à une réflexion finale que je trouve assez vertigineuse quand on regarde nos sources. Je t'écoute. On l'a vu, le rapport du Télégraphe affirme qu'il reste à peine 1 mois d'armement pour mener cette guerre avec cette intensité. Mais d'un autre côté, la destruction d'une usine d'acier majeure ou la paralysie d'un terminal pétrolier en eau profonde, ça met entre 5 et 10 ans à être réparé. C'est vrai, la symétrie du temps de reconstruction est frappante. Donc, que se passera-t-il le jour où les missiles cesseront de pleuvoir par simple manque de stocks américains, mais que les voies maritimes, les puits de pétrole et les usines vitales pour reconstruire le monde seront déjà en cendres? Le vrai conflit, le conflit pour la survie économique, ne commencera-t-il pas précisément le jour où les armes se tairont? C'est une sacrée question. Les conséquences dureront des décennies de plus que les opérations militaires elles-mêmes. C'est sur cette perspective qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Un immense merci à notre audience d'avoir suivi cette plongée complexe avec nous. Continuez de garder un œil critique sur l'actualité et d'interroger les structures invisibles qui font tourner notre monde. À la prochaine.